à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir, c'est une soirée spéciale lecteur.com qui est le site de la Fondation Orange où nous recevons Jeanne Benhammer qui a été jurée du prix Orange du livre 2020 et qui a sorti un livre qui s'appelle Ceux qui partent chez Actes Sud. Pour l'interroger, qui mieux que de retrouver Karine Papillot, journaliste littéraire, qui va être notre maîtresse de cérémonie ce soir. Je rappelle aux participants qui peuvent poser des questions par mon intermédiaire à Jeanne en utilisant l'onglet Converser. Jeanne, Karine, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie, et on se retrouve dans pas très longtemps. Bonjour Jeanne. Bonjour Karine. Vous allez bien? Autant que faire se peut dans cette période, je vais très bien. Bien, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter. Alors on va faire un tour dans votre univers créatif. Et certes, on va parler de ceux qui partent, mais on va parler de votre démarche d'écriture de façon plus globale. On va parler de la place de la poésie dans votre œuvre, mais pas seulement, dans votre démarche, dans votre élan créatif, mais aussi vital. Quand on lit votre poésie, on comprend beaucoup de choses pour soi et beaucoup de choses de vous également. On va aussi parler atelier d'écriture parce que pour vous, l'écriture se décline, se transmet et se laisse éclore et se fait éclore. Mais dans un premier temps, comme l'a dit Nathalie, vous avez été jurée d'un prix Orange cette année un tout petit peu particulier, donc toujours présidé par Jean-Christophe Ruffin, mais un peu particulier parce que c'était un prix Orange Covidé, c'est-à-dire décerné dans des conditions où Zoom et Teams, etc., étaient des objets encore très peu usités. Maintenant, vous êtes une grande pro, mais à l'époque, c'était tout ça assez neuf. Quel retour pourriez-vous faire sur cette expérience de juré d'un prix un peu particulier, puisque c'est un prix de lecteur essentiellement? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce prix, ça a été la variété des romans que j'ai pu lire. J'en ai lu beaucoup. J'ai essayé de vraiment tenir le fil le mieux possible. J'ai trouvé une grande qualité d'écriture. J'ai découvert des auteurs. J'ai découvert aussi des maisons d'édition que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que les choix étaient difficiles parce qu'il y avait cette grande qualité qui était au rendez-vous. J'ai beaucoup apprécié. On a eu une première réunion où on s'est vus, et ça, c'était bien parce qu'on a pu se voir en vrai. Et après, effectivement, ça s'est passé avec Zoom, etc. Ça a changé quelque chose pour vous, le contact différé, médié plus exactement, a été une entrave pour vous à l'expression ou au partage? Une entrave, non. Je n'ai pas trouvé que c'était une entrave. Non, parce que chacun de nous a bien respecté les temps qui nous étaient donnés. Je trouve que ça s'est pas mal passé. Ce qui manque, c'est la joie de se voir. C'est ça, en fait, qui manque. C'est quelque chose oui, d'un partage très différent quand on est les uns en face des autres et qu'on se voit et qu'on se parle et que même on peut se toucher. Est-ce que cette période est propice, parce qu'on pourrait imaginer que pour un écrivain, ça ne change pas grand-chose, un confinement, à la vie quotidienne, au rapport à l'écriture, mais je me demande si c'est une idée fausse ou si c'est vrai. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas toucher, de ne pas voir les gens, voilà, d'être dans un environnement où la liberté est limitée, est-ce que c'est une entrave pour vous, je reprends avec le mot entrave, à l'écriture? Non, non, c'est pas une entrave à l'écriture. Mais peut-être est-ce qu'il faut distinguer les deux confinements. Enfin, moi, je ne les ai pas du tout vécus de la même façon, le premier et le deuxième. Le premier était très particulier parce qu'il se trouve que j'ai eu un deuil au milieu de quelqu'un qui m'est très proche. Donc, ça a arrêté mon travail d'écriture. Est-ce que si on n'avait pas été confiné, si je n'avais pas été seule chez moi pour vivre cette chose-là, j'aurais pu continuer mieux à écrire? Peut-être. Je ne sais pas.
Donc ça, c'est le premier confinement. Et le deuxième confinement, je ne l'ai vécu qu'en partie, puisque moi, je suis partie, j'étais en Crète et on vivait sans masque et sans rien. Donc je ne suis revenue qu'il y a peu de temps. Et le fait d'être au bord de l'océan, le fait de pouvoir tous les jours aller à l'océan, tout à l'heure, il y avait un soleil magnifique, je ne me sentais pas confinée du tout. Moi, je travaille le matin, donc je garde mon rythme de travail du matin. L'après-midi, je vais me promener. Bon, ce qui me manque effectivement, c'est sans doute le toucher. C'est ce qui me manque le plus, le toucher des gens qu'on aime, et voilà. Mais ça n'empêche pas l'écriture. Non, en ce moment, je travaille très bien. Voilà une bonne nouvelle. Ouais. À propos de travail, l'écriture chez vous, c'est une forme de respiration. Vous écrivez, vous écrivez pour la jeunesse, pour les adultes, vous avez écrit du théâtre, vous écrivez beaucoup de poésie. Vous avez commencé par la poésie, en fait, Jeanne. Est-ce que vous pourriez nous retracer vos débuts, enfin votre commencement avec l'écriture? Si je parle du commencement avec l'écriture, il faut que je remonte très loin. Il faut que je remonte à une cuisine en Algérie. Ma mère fait le repas, elle prépare le repas. Et moi, je suis dans cette cuisine, je suis très petite. J'ai, je ne sais pas, peut-être 4 ans, peut-être moins, j'en sais rien. Mais je veux apprendre l'alphabet. Et c'est mon premier souvenir de désir conscient. Et donc, ma mère installe un tableau, un petit tableau, dans sa cuisine, et elle me trace les lettres de l'alphabet, et je fais des lignes de lettres avec elle, pendant qu'elle prépare le repas. C'est le début de tout, entrer dans les signes. Alors, pourquoi je n'en sais rien? Peut-être mes frères et sœurs étaient plus vieux que moi, et je les voyais écrire, peut-être. Peut-être bien autre chose de bien plus archaïque, qui est le désir d'entrer dans le signe qui est silencieux. Et ça ne m'a jamais quitté. Jamais, jamais, jamais. Et je dirais même que plus ça va, et pire que c'est. Ça veut dire que ce n'est pas l'envie, le besoin de raconter des histoires qui vous a animé, c'est la langue, c'est le Oui. mot, c'est le sens. Alors le sens, je ne sais pas. Oui. Voilà. Mais le mot, oui. La langue, oui. Et quelque chose qui ne se trouve que dans l'écriture, qui est le silence. Et je pense que je suis quelqu'un du silence. Donc l'écriture, entre les mots, il y a du blanc. S'il n'y avait pas de blanc, rien ne serait lisible. Il faut du vide entre les mots pour qu'une phrase existe, pour que le sens, justement, quelque chose se passe quand on lit. Je crois que c'est tout ça qui m'a attirée. C'est cet ensemble-là. Pour moi, c'est ça l'écriture, en fait. Est-ce que l'écriture, pour vous, c'est une manière d'augmenter quelque chose de vous, de transmettre quelque chose, de mettre en commun avec, de se mettre en universel avec autrui dans un partage. Comment est-ce que qu'est-ce que ça travaille en vous, en fait, d'écrire? Quand j'écris, je suis à la recherche de quelque chose, mais comme quand je vis, en fait. Il y a une sorte de quête qui est, je pense, commune à tous les êtres humains, si ce n'est que moi, je lui ai donné
Je lui ai donné la première place dans mon existence. Et j'ai comme outil l'écriture. Donc quand j'écris, en fait, je cherche à aller au plus clair possible pour comprendre des émotions, comprendre le lien que j'ai avec le monde, comprendre comment ce lien bouge, parce qu'il bouge tout le temps, et comment le monde me fait bouger intérieurement. Et pour ça, en fait, l'écriture me permet d'aller au plus profond de moi-même, c'est-à-dire dépasser toutes les couches de l'histoire anecdotique pour atteindre vraiment l'intime, l'intime de soi. Et une fois qu'on est là, alors on est un être humain parmi les êtres humains. On a dépassé toutes les petites couches du moi, notre histoire qui est ce qu'elle est, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est l'histoire avec la vie dont on est porteur et comment on s'en débrouille. Et c'est ce que j'essaie d'éclaircir en écrivant, aussi bien en écrivant des romans, en mettant des personnages en situation, que quand j'écris le poème, où là, c'est autre chose qui arrive. Mais c'est toujours cette quête-là qui est en route. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Oui, en tout cas pour moi ça l'est, on verra avec les questions, mais oui, vous êtes absolument clair. Est-ce que l'écriture, vos réponses sont beaucoup plus claires que mes questions, ça c'est indéniable. Est-ce que l'écriture vous permet de retrouver ce quelque chose de ce noyau d'une vérité, enfin d'une vérité du vivant, ou est-ce que l'écriture vous permet de vous transformer vous aussi par rapport à l'acte de vivre? Les deux. Les deux, en fait, en me rapprochant comme ça de ce noyau du vivant, vous nommez très bien cette chose-là que j'essaie oui, d'approcher au plus près. Bien sûr que ça me transforme. À chaque fois que j'écris un texte, je ne suis plus la même. Et j'aime beaucoup ça. Je n'ai pas envie de rester la même. J'aime bien sentir que je bouge intérieurement et que voilà, non, je ne suis plus la même. C'est ça qui m'intéresse le plus aussi, je crois. Et ça, l'écriture le permet. Vous venez de dire que la poésie, l'écriture d'un poème et l'écriture d'un roman, évidemment, ça ne procède pas de la même chose. Mais ça on le lit, on le voit, on le comprend. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça fait intervenir? Est-ce qu'il y a une notion de transcendance d'un côté? Est-ce qu'elle se retrouve partout? Qu'est-ce qui change? Enfin, est-ce que c'est de même nature, mais de formes différentes? Voilà, quel est comment décririez-vous la différence de ces deux actes de création? Ce sont des moments, des états qui sont différents. Par exemple, je ne peux pas décider je vais écrire un poème. Ça ne se décide pas. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'arrive. Et il faut que je sois suffisamment disponible à l'intérieur de moi-même pour que quelque chose puisse arriver. C'est comme ça que j'essaie de vivre. C'est mon mode de vie pour que quelque chose puisse arriver. Et l'écriture du poème, elle arrive, vous avez dit le mot transcendantal, transcendance. Oui, moi souvent je préfère l'immanence à la transcendance. Je sens davantage que ça vient des profondeurs, mais en même temps, transcendance, je ne suis pas contre parce que je sens aussi quelque chose de très vertical qui peut venir d'en haut. C'est de l'ordre d'une lumière, d'une illumination, et le mot se donne. Et le mot est extrêmement fort dans ce cas-là. Il y a une densité dans le poème qui me tient énormément. Ça travaille comme ça. Et donc, c'est fulgurant.
Dans le roman, je suis, alors là, vraiment dans l'immanence, ça j'en suis sûre, parce que c'est quelque chose qui est à l'œuvre du plus profond et qui avance pas à pas et qui s'éclaire au fur et à mesure de l'écriture. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans, Oui. par exemple, pour écrire. J'ai des amis d'écriture qui aiment bien travailler avec un plan. Moi, je ne peux pas. C'est au fur et à mesure de l'écriture. J'ai l'idée d'un fil conducteur au départ, mais c'est tout. Et c'est l'écriture qui va amener, voilà, ce qui va arriver au personnage, etc. Donc le roman, lui, il travaille de façon horizontale, plus lentement. C'est une autre écriture qui est en route. Et ça demande un autre état. Alors là, je m'y mets tous les jours. Ça demande cette espèce de régularité. Je sais par exemple que quand je fais des rencontres, je ne peux pas travailler un roman, c'est pas possible. Parce que si je quitte le roman plus de 2 ou 3 jours, je perds la concentration dans laquelle j'étais. Oui. C'est un peu toujours le dilemme qu'on a quand on fait des rencontres. Il y a à la fois tout ce qu'on aime faire là-dedans, et puis en même temps le fait qu'on va être éloigné du point où on était de cette concentration. Le roman demande une régularité. Et est-ce qu'on parvient à retrouver cette concentration? Est-ce que c'est douloureux d'y revenir? Ce qui est douloureux, c'est qu'on met du temps. Ça ne revient pas. Par exemple, je rentre chez moi, j'ai fait des rencontres ou autre chose, bon, peu importe. Je rentre, je peux me remettre au travail et ça ne va pas revenir tout de suite. Je vais d'abord piétiner, reprendre mes marques. Voilà, je sais accueillir aussi ces états-là parce que je me dis que ce que j'ai fait avant, je l'ai fait parce que j'ai bien voulu le faire et que ça m'a apporté aussi une joie, quelque chose. Donc voilà, le prix à payer après, c'est ça, mais je paye contente. Contente. Oui, Pas mal. ça m'amuse, oui. Vous êtes aussi, vous animez des ateliers d'écriture, parce qu'on est en train de parler de l'écriture et Oui, de ce qui vous y éveille, de ce que la façon dont vous parlez d'immanence. Donc on a bien compris, pas de plan. Donc on imagine l'atelier d'écriture un peu à l'américaine avec des techniques. C'est pas du tout comme ça, j'imagine, un atelier d'écriture avec vous. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, il faut que je dise tout de suite que ça fait quelque temps que je n'anime pas parce que j'ai besoin de réfléchir et je suis en train d'écrire pour transmettre la démarche, hein. Parce que quand j'anime un atelier, ça procède de la même énergie quand même, hein. Et je ne suis pas une superwoman. Et donc, je ne peux pas tout faire à la fois. Et là, j'ai vraiment choisi, là, pendant quelques années, d'être totalement à l'écriture. Aujourd'hui, vu l'état de notre société et du monde, je me dis intérieurement que je vais reprendre ce petit bâton de pèlerin-là pour faire ma part. Voilà. Dans mes ateliers d'écriture, c'est un état qu'on va chercher. Je parle beaucoup de cet état intérieur parce que c'est de là que vient l'écriture. Donc moi, je fais en sorte que chaque participant puisse découvrir ou retrouver cet état et puisse oser y aller et surtout qu'il ose travailler l'écriture. Mes ateliers sont des ateliers où on travaille beaucoup, on retravaille les textes jusqu'à ce qu'on sente qu'on est dans son rythme, dans sa voix singulière, qu'on est vraiment juste avec ça. Et je pense qu'une fois qu'on a atteint ça, cette chose-là, on devient des êtres humains beaucoup moins malléables, beaucoup plus critiques, et on sait préserver qui on est.
Donc ça m'intéresse aujourd'hui. Et ça, De c'est la force développer. du mot. On revient à Jeanne, petite fille, avec Oui, le mot, le signe, comme oui, importance. c'est ça, entrer dans les signes, oser entrer dans les signes. Et ça n'est pas du tout pour publier des textes. On ne vient pas dans un atelier, enfin dans un de mes ateliers, pour devenir écrivain. Je n'y crois pas une seconde à ça. On peut, hein, l'atelier peut activer quelque chose chez quelqu'un qui est déjà porteur de cette nécessité. Mais moi, je ne fais pas des ateliers pour faire des écrivains, je n'y crois pas. Je crois par contre qu'on devient lecteur, très fort, lecteur critique, intéressant, parce qu'on est d'abord lecteur de son propre texte et qu'on apprend à devenir lecteur de son propre texte et à oser aller sur sa pente. Oui, ça vous ressemble tellement en fait. C'est tellement, voilà, c'est la même matrice qui est à l'œuvre. Oui, c'est complètement. Vous avez dit la lumière, l'immanence, le signe. C'est la même personne, donc moi c'est sûr que mes ateliers, ils ont cette couleur-là. Après, il existe plein d'ateliers différents et ça c'est très bien parce que chacun peut choisir. Puis selon les moments de la vie aussi, vers qui on va se diriger. Voilà. Alors, la rencontre, en effet, parce que vous avez commencé par la poésie, certes, mais vous vous êtes arrêté pendant 22 ans. Mais pourquoi rester 22 ans sans publier? Votre œuvre, elle est là, elle se fabrique, elle est présente, elle est autonome, et pourtant un silence, un long silence. En poésie, je suis restée, oui, silencieuse. Je ne me suis même pas rendu compte à quel point ce qui a fait que j'ai arrêté était fort. Et en fait, c'était la mort de mon éditeur de l'époque, Guy Chambellan, qui avait choisi donc d'arrêter de vivre et qui m'avait envoyé une lettre quelque temps auparavant où il me disait « Ne vieillissez jamais ». Alors j'essaye. Mais voilà. Et lui, il a préféré arrêter. Or, c'était quelqu'un, je crois que je ne me suis même pas rendu compte sur le moment. J'étais une jeune femme et ce que je vivais avec cet homme-là était formidable parce qu'il me parlait d'écrivains qu'il avait connus, de poètes. Il me faisait pénétrer par sa mémoire dans un monde et il m'encourageait énormément en me disant « Mais vous êtes un écrivain ». Et moi, je ne le croyais pas trop à l'époque. Mais voilà, ça a été quelqu'un d'important avec qui j'ai eu des déjeuners que je me rappellerai toute ma vie, que je me rappelle avec beaucoup de bonheur. Et l'annonce de sa mort a arrêté chez moi, non pas l'écriture, parce que ça, l'écriture poétique a continué, mais la publication, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui désire avant tout la publication. Sinon, j'aurais publié bien avant. En fait, j'ai publié assez tardivement dans ma vie. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'écrire. Et après, effectivement, le partage. Il faut que je sente ce désir de partage. J'ai mis longtemps à le sentir. Et là, avec la poésie, il a été arrêté longtemps. Et puis, il y a eu la rencontre avec Bruno Doucet, une belle rencontre, où je me rappelle, d'ailleurs c'est drôle parce qu'on s'est retrouvés dans le même café il n'y a pas si longtemps. Et il m'a dit, tu te rappelles, c'était là. Je dis, oui, c'est vrai. On prenait un petit déjeuner et il m'a dit, je suis sûre que tu as des textes. Et j'ai dit, oui, j'en ai. Bien sûr que j'ai des textes poétiques. Et à un moment, j'ai dit, je vais te les donner. Et voilà. Depuis, on fait route, éditeur-auteur, ensemble. C'est important, la personne, l'autre. Oui, très, très important. Je ne marche que comme ça, avec la rencontre, quand je sens que quelqu'un est, je suis dans une justesse avec quelqu'un et donc c'est cet homme-là ou cette femme-là qui pourra porter
ce que je fais. C'est le cas avec Bruno, c'est le cas aussi chez Actes Sud, ça a été le cas avec Françoise Nissen, qui était vraiment une amie et voilà, quelqu'un qui pouvait porter ce que je faisais du côté du roman. C'est au-delà de la fidélité, c'est de l'ordre de quelque chose du corps, enfin quelque chose d'assez animal, non, dans votre... C'est assez entier, c'est Oui. assez entier. Je parle de Bruno, de Françoise, il y a Thierry Magnier, très très important, qui est un compagnon de route depuis plus de 25 ans. Et oui, ce sont des rencontres importantes. Et une rencontre, c'est total, c'est-à-dire que ce sont des amitiés extrêmement vives, où effectivement, le corps a sa place, on va être content de faire une marche ensemble, de manger ensemble, de passer du temps ensemble, parce que voilà, parce qu'on a une vraie rencontre. Et le pivot de cette rencontre, c'est l'écriture. Et quelque chose se passe autour de l'écriture. Oui, j'ai besoin qu'il y ait ces rencontres. Parlons un petit peu de votre travail romanesque. On va peut-être s'appuyer sur Ceux qui partent, qui est un roman superbe. Alors déjà, les titres de vos romans et les titres aussi de votre œuvre poétique sont sublimes. Je ne sais pas comment vous les créez, si c'est en collaboration avec l'éditeur, mais enfin, à chaque fois, le voyage démarre avec un titre d'une puissance folle. Mais c'est le titre qui me tient. Le titre arrive au début. Ah, il arrive au début. Avant l'écriture. C'est comme ça que je sais que j'ai quelque chose à écrire. C'est le titre qui est je sais pas quoi, mon piolet pour qu'après je puisse grimper. C'est le titre qui arrive, oui. Il y a dans Ceux qui partent, vous allez d'ailleurs peut-être pitcher, comme on dit, plus que moi, c'est que ce sont quand même des thèmes qui vous ressemblent, des gens qui veulent s'inventer une vie, enfin, ils partent pour essayer d'avoir une vie, de se Oui. donner les moyens d'une vie. Le corps est important, l'espoir, la portée de soi vers quelque chose. La narration, l'Énéide joue un rôle très important dans votre livre. J'aimerais accessoirement que vous me disiez si ce livre a une importance dans votre vie à vous aussi, et Oui. pourquoi il est dans ce texte. Voilà, qu'est-ce qui a présidé enfin pas présidé, mais qu'est-ce qui a été à l'origine de la germination de ce livre? Je crois que je me suis rendu compte, moi, quand j'étais à Ellis Island, quand j'ai visité ce site, puisque maintenant ça se visite, j'ai pris conscience que je venais de tout ça, moi aussi, que je venais d'émigration, du côté de ma mère, du côté de mon père. Ma mère venait de mourir, elle était morte 1 ou 2 mois avant, quand je suis allée à New York. Et je pense que j'étais extrêmement sensible, bien sûr, hein, à cette émigration italienne. Ma mère en vient. Elle, c'était en France. Mon grand-père était mineur dans le nord de la France. Et il a fait partie de ces grands mouvements d'émigration italienne, polonaise à la fin du 19e siècle. Tous ces gens qui sont venus chercher leur vie. Et mon grand-père a beaucoup donné au grand Italien qui est dans le texte. Je n'ai jamais connu mon grand-père, mais il y avait des portraits, il y avait ce que ma mère en racontait, et voilà. Et c'est quand je me suis retrouvée devant ces photos, et ces photos d'Italiens, elles m'ont rappelé les photos qu'on venait de ranger chez ma mère, les albums de famille où il y avait comme ça ces gens qui posaient avec une espèce de grande dignité et en même temps quelque chose dans le regard qui, moi, m'a toujours profondément touchée. Et là, j'ai
pris conscience que oui, moi aussi, je viens de là, et du côté de mon père, du côté de la Tunisie, l'Algérie aussi. Et je me suis dit quand même, mes ancêtres étaient vaillants. Je ne peux pas faire moins qu'essayer d'être vaillante avec l'écriture. Et écrire ce texte, c'était ça. C'était redonner la vaillance qu'il faut pour partir. Et aussi la vaillance qu'il faut pour accueillir. Parce que dans le roman, il y a effectivement ceux qui sont partis de chez eux, et puis il y a ceux qui sont chez eux, comme nous pouvons l'être, hein, nous. Et bien, il faut de la vaillance aussi pour accueillir, parce qu'accueillir l'autre, ça veut dire qu'on va bouger, Oui. que quelque chose de nous va se transformer. Vouloir intégrer l'autre et que tout reste pareil, c'est juste impossible. Ça n'est pas vivant. Donc, ça veut dire être prêt à des transformations. Et il faut de la vaillance aussi pour être prêt à ça. On ne l'est pas toujours. Donc j'avais envie de mettre en regard, c'est arrivé en écrivant. Au départ, je n'avais que ceux qui étaient partis. Et petit à petit, ceux de New York ont pris une assise et une importance qui m'a surprise, mais que j'ai suivie. Parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire quelque chose de tout ça. La vaillance, c'est un mot qu'on emploie peu. Vous l'avez choisi. Oui. Il tonne dans notre quotidien. Oui, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et qui, parce que déjà dans la sonorité du mot, il y a quelque chose de la vie, dans vaillance, qu'on entend. Et puis, il y a quelque chose comme ça qui s'élance aussi et qui ne se termine pas. Il y a le E muet, il y a ce son, ce vaillance. Et on a l'impression que on est parti. Les mots, c'est ça quand même. Alors, c'est un texte qui parle évidemment de l'espoir et puis aussi, comme vous dites, c'est-à-dire d'une forme d'échange, c'est-à-dire qu'il voilà, il va falloir que tout le monde bouge. Oui. C'est un texte sur le mouvement, mais au fond, vous écrivez essentiellement, enfin, sans réduire votre travail évidemment, mais sur la question du désir et que ce soit le corps qui est très présent dans votre travail et y compris dans ceux qui partent. Les corps sont extrêmement présents, peut-être parce qu'ils n'ont plus que ça, ceux qui partent justement. Mais le désir, même dans Otage intime, c'est la question de où se trouve, où puis-je aller chercher mon désir intérieur pour arriver à sortir de ce cadenassage personnel parce que j'ai vécu ou parce que justement je ne l'ai pas vécu. Enfin, après, on peut en parler différemment, mais je trouve que vous êtes beaucoup dans la question du désir comme vraiment filigrane de votre œuvre. Je trouve que ça ne réduit pas du tout ce que je fais, ce que vous dites là. Bien au contraire. Qu'est-ce qui peut être plus large que ça, que le désir? On voit bien que quand on touche au désir, si on réduit le désir, voire si on l'étouffe, la vie n'est pas possible. La vie perd ses couleurs, la vie perd tout. Et vous le savez, en ce moment, dans ces périodes de confinement, c'est le grand risque. C'est le risque qu'on touche au désir profond de vivre. Parce que quand on ne voit plus les gens, etc., bon, voilà, ça peut toucher cette chose-là qui est tellement précieuse pour un être humain et qui est le désir de vivre. Alors oui, moi, c'est vrai que tout ce que j'écris questionne ce désir. Et dernièrement, je travaillais beaucoup sur le désir de penser. Je crois très fort que la pensée, c'est du corps. Et qu'il ne faudrait pas que le désir de penser s'étiole avec les corps confinés. Comment reliez-vous la pensée et le corps, justement? Mais parce que notre cerveau, c'est du corps.
nous sommes incarnés. On n'y peut rien. Moi, j'avoue qu'il y a des moments, j'aimerais bien ne pas. Je préférerais être, je sais pas quoi, un souffle. Voilà, on peut, chacun a ses images. Mais il se trouve que nous sommes incarnés. Donc, tout ce qui vient de nous est incarné. La pensée, c'est du corps. Essayez de penser quand vous êtes affamé ou quand vous êtes amoureux et que vous attendez votre amoureux. On pense mal. Hein. La pensée, c'est du corps, bien sûr. Et je pense aussi que on néglige trop notre corps. Je ne vais pas faire les développements personnels et le reste. Je suis pas, c'est pas ça. Mais je pense que on a bien tort de séparer le corps et la pensée. Tout ça, ça marche ensemble. Moi, c'est comme ça que j'ai lu la décapitation de Samuel Paty. Je l'ai lu comme un message qui sépare la tête du corps et qui dit quelque part que ça ne sert à rien de penser. Voilà, que le corps est mort et qu'on a séparé les deux. Et je trouve ça c'est une horreur. Ça, c'est l'horreur pour moi, profondément. Donc, tout mon travail d'écriture, c'est l'inverse. Moi, j'ai le geste d'Isis. Je vais chercher les morceaux d'Osiris et je les recoupe. Je veux en refaire quelque chose de vivant. C'est mon travail. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je travaille. Je le sens qu'à l'intérieur de moi, c'est ça qui est en route tout le temps. Et mon désir, il est là. Parce que vous êtes, votre interprétation de la décapitation, c'est au fond que c'est une mise à mort de la civilisation qui est à redouter. Si nous ne pensons plus, si la pensée... Une mise à mort de la pensée. Mais elle est à la base de beaucoup de choses. Et, enfin, la civilisation, c'est la culture, la pensée, tout ça se mélange. C'est assez compliqué d'arrêter la pensée. Enfin, les conséquences, je veux dire, pardon. Les conséquences peuvent être la fin d'une civilisation. Oui, j'ai du mal à aller du côté de la civilisation. J'ai avec ce mot-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant que je le questionne. Pourquoi est-ce que j'ai une distance avec ce mot? Peut-être parce qu'on l'a trop accolé à des progrès qui seraient des progrès technologiques, etc. Et que moi, je suis quelqu'un de l'archaïque. Peut-être parce que la civilisation est plus liée à l'histoire, alors que la pensée est plus reliée à la philosophie, aux signes et à Je crois que la pensée peut être très proche du sauvage et que c'est ce qu'on a beaucoup ignoré. Le sauvage, c'est très important parce que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes aussi sauvages. Ça fait partie. C'est ce que j'appelle l'archaïque. Et tout notre travail, c'est de réussir à donner forme au sauvage. Ça peut donner la vaillance. Pour ça, il faut que la pensée puisse s'articuler. C'est dans ces termes-là que je réfléchis. Voilà. Peut-être au bout de tout cela, avez-vous raison, et que c'est le mot civilisation qui peut se mettre au bout. Mais moi, je suis trop en ce moment en train de réfléchir à ce qu'il y a en amont avec le sauvage, l'archaïque. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais vous avez, enfin, votre cheminement est effectivement différent et on n'est pas obligé d'emprunter le grand mot fourre-tout, la grande maie dans laquelle on va plier tous ces draps, ces torchons, etc., sans faire de tri. Et vous avez raison. En tout cas, ce que je trouve très original, c'est que vous reposez la question du sauvage et vous l'associez à la pensée. Or, c'est effectivement pas la première démarche qu'on peut avoir. Non, parce que nous vivons dans un monde qui a séparé tout ça. Oui,
la partie même animale, la partie Oui, plus instinctive. on est en train, peut-être, avec le désir écologique, on est peut-être en train d'essayer de retrouver quelque chose, mais je n'en suis pas toujours sûre. Mais il est important de réfléchir à ça. Cette part animale, elle est extrêmement importante. Nous sommes des êtres vivants. La vie est animale. Bien sûr qu'elle est animale. Et ça n'exclut pas la pensée. C'est-à-dire que nous sommes quand même, Jeanne, à l'époque où le transhumanisme connaît une espèce de flambée marketing qui rend votre proposition intellectuelle totalement subversive. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, je crois. J'en ai l'impression, effectivement. Je crois que nous avons des questions, Nathalie. Oui, je suis de retour. En tout cas, je voudrais juste dire à Jeanne, qui vient de dire que c'était quelqu'un du silence, vous vous avez été très bavarde et vous nous avez capté et nous, on était en silence. Il se dégage de votre écriture quelque chose de particulier et quand vous parlez, il se dégage aussi quelque chose de particulier, c'est magique. Je voulais juste vous le dire parce qu'il y avait plein de commentaires aussi dans ce sens-là. Il se dégage du temps. Jeanne, elle fabrique du temps. Ouais, je sais pas, on est transposé quelque part, on a une réflexion avec soi-même. Je sais pas, vous nous emmenez quelque part, c'est très bizarre. Mais moi, vous m'avez complètement cueilli, j'étais complètement captée par tous vos propos et je pense que je ne suis pas la seule. Mais il y a eu des questions. Alors, on va commencer par la première, c'est Annie qui la pose. Alors, il y a deux questions exactement. Dans les romans de Jeanne Bédamer, dont j'apprécie avec délice la plume, les disciplines artistiques viennent ponctuer les propos. Ah oui. Pourquoi? Et quelle relation entretiennent-elles avec la photographie et la danse? Et oui, les disciplines artistiques sont pour moi extrêmement importantes. La peinture, la danse, la photo, enfin tout. Je crois que tout ce qu'on appelle l'art, c'est justement, si on avait plus de temps, on en parlerait davantage, ce qui va permettre à cet animal, à ce sauvage, de prendre forme et de se partager avec les autres. Et ça mène à la pensée. Là aussi, les arts, on les a séparés de la pensée. Il y aurait, par exemple, la philosophie et la peinture ou la musique, mais ça marche ensemble. Oui. Parler avec un vrai peintre, c'est un philosophe. Bien évidemment, ce sont des gens qui pensent le temps, qui pensent le désir, qui pensent l'existence. Donc, bien sûr que pour moi, le rapport à l'art, il est nécessaire. Dans ma vie, bien sûr, je pratique aussi des choses. Je pratique la peinture de plus en plus et je devais faire ma première exposition. Ça, c'était quelque chose. Avec le confinement, on a remis. Donc voilà, mais ça prend de la place chez moi. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Donc, je suis allée de ce côté-là, justement, du corps. Mais je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était pas être sur scène, c'était être en retrait et écrire. J'ai fait le conservatoire de chant. Donc, la voix est importante pour moi, la musique, plein de choses. Aujourd'hui, je pratique le yoga quotidiennement. Et puis, voilà, la marche, la nage, plein de choses. J'aime danser aussi, beaucoup. C'est une Et la artiste danse, complète. j'en fais aussi, oui. Je fais pas mal de choses. Oui. Une artiste complète, c'est ça. Un être humain, une femme. Oui, c'est vrai que le mot humanité transpire de votre personne, je ne peux pas le nier. Et Béatrice a une question. Comment décidez-vous du thème d'un nouveau roman? Je ne décide pas. Il s'impose à vous? C'est quelque chose qui vient me chercher. Voyez, quand j'ai parlé de ceux qui partent, j'ai été, moi, tout d'un coup, touchée très fort par ces photos à Ellis Island. Et voilà, quelque chose est venu. J'étais avec une amie et dans l'avion du retour, elle était derrière moi et je me suis retournée et je lui ai dit, il y a un roman. Je le sais maintenant. Voilà. Et il y avait déjà
la jeune femme, il y avait l'homme dont elle allait tomber amoureuse, dont son corps allait vibrer très fort, et je savais déjà que tout ça ne serait que sur l'île, qu'après, ils iraient chacun leur route. Je savais ça. Voilà, ça, je le savais dans mon voyage de retour. Actuellement, je suis dans un roman extrêmement différent et qui est venu parce que j'ai entendu quelqu'un parler du travail qu'il avait fait toute sa vie. Voilà, il avait ses carnets de rendez-vous et cette personne a dit, bah, toute ma vie, c'est ça alors, c'est ces carnets de rendez-vous. Et ça a été pour moi extrêmement important. Et c'est une psychanalyste. Et, et ça a été un déclic. Mais ça faisait déjà un grand moment que la psychanalyse par laquelle je suis passée, et donc qui est une aventure pour moi extrêmement intéressante, une aventure humaine vraiment éclairante, avec ses silences et avec le travail sur le mot, je savais bien qu'un jour ou l'autre, ça arriverait dans un roman. Le déclic, ça a été d'entendre ça. Donc voilà, ça vient comme ça. Alors, il y a eu une thématique par rapport à votre rôle de juré. Quel positionnement avez-vous eu quand il a fallu, alors je ne sais pas si on peut dire juger ou choisir un livre de vos confrères ou vos consoeurs? Est-ce que ça vous a posé un problème? Est-ce que vous avez fait ça naturellement? Comment vous êtes détachée? Vous êtes devenue Jeanne Benhammer, lectrice, et vous avez oublié que vous étiez auteur? Comment ça s'est passé tout ça? Au départ, souvent, j'ai refusé d'être jurée parce que justement, je ne me voyais pas porter un jugement sur le travail de mes camarades. C'était pas dans mon, je sais pas, dans ma façon d'être. Et là, ce qui a fait que j'ai dit oui, c'est que on m'a dit que ça pouvait mettre la lumière sur des auteurs qui ne l'avaient pas encore, la lumière. Et ça, j'ai trouvé que, alors si je pouvais participer à ça, je le ferais. Et j'ai lu avec beaucoup de concentration chaque texte que j'ai lu. Et je l'ai dit, j'en ai lu beaucoup. J'en ai lu une quarantaine. J'ai fait vraiment Ouais. œuvre de lectrice là. Et je lisais en tant que lectrice d'abord, et en même temps, de toute façon, quand je lis, même en tant que lectrice, je, je, je sens l'écriture de l'autre. Et donc cette fois, j'ai essayé de sentir encore mieux l'écriture de l'autre. Et j'ai été vraiment transportée. C'était la deuxième fois que j'acceptais. J'avais été jurée aussi du prix du roman social. J'avais accepté parce que c'était cette couleur-là. Et là, parce que ben, ça permettait de mettre quelqu'un en lumière. Et j'ai trouvé que le roman de Guillaume Sire est vraiment un grand roman. Il y en a d'autres hein, qui étaient aussi de grands romans, mais le sien, moi, je suis très contente qu'il ait eu le prix. Nous aussi, avec Karine, nous sommes très contentes. Vous avez fait un bon choix. C'est vrai que c'était pas facile, mais moi, j'approuve ce choix du jury du prix Orange cette année. Moi, j'avais relevé une phrase. Je trouve qu'elle vous caractérise bien. C'est une phrase de vous, puisque je l'avais notée sur. Vous étiez venu à Lettres d'automne à Montauban. Et cette phrase, elle est encore sur un mur d'une rue de Montauban. C'est je ne cesserai pas d'écrire, de lire, c'est ma façon d'aimer. Et je trouve que ça vous va bien. Et c'est ça, vous êtes ça. C'est ça. Oui, j'ai compris et c'est la psychanalyse qui m'a beaucoup aidée à oser me dire, eh ben moi, ma façon de vivre, c'est ça. Alors, ça demande ben, de laisser tomber pas mal de choses, hein, c'est normal. Mais là encore, je dis c'est le prix à payer, mais je paye contente. Ça m'amuse beaucoup de dire ça. Et parce que je sais que mon noyau, il est là. C'est là que ça se passe. Et ben donc, moi, je suis sur Terre pour ça, alors je le fais. J'essaie de le faire le mieux possible. Karine, moi je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu veux poser une dernière et ultime question à Jeanne, tant qu'elle est encore avec nous.
et que nous avons cette chance de la voir ce soir. Non, je me disais que, Jeanne, d'abord, c'est à vous qu'appartiendra le mot de la fin, mais je me disais que vous nous avez préparé les conditions d'un silence extrêmement bienfaisant, fructueux et océanique. Et ce que vous dites ramène, et vos livres, c'est d'ailleurs pour ça que comme vous ne pouvez pas parler tout le temps dans des webinaires ou dans des rencontres, on a vos livres pour retrouver cette façon que vous avez de fabriquer du temps, en fait. Voilà, de créer des mondes, certes, mais de fabriquer un temps dans lequel on peut non pas se réfugier, mais s'étendre. Et ça, c'est assez immense et c'est très particulier comme qualité pour un écrivain. Merci beaucoup, Karine. Ça me touche beaucoup, ce que vous dites là. Ça me, comment dire, ça me conforte pour les moments où je me pose des questions, les moments de doute, parce qu'il y en a toujours. Vous nous appelez quand vous doutez. Promis, promis. On s'en occupera, on s'en occupera. Très vite. N'est-ce pas, Nathalie? Il y a Frédéric Deguel qui est d'accord avec Karine et qui dit que Jeanne fabrique du temps hors temps. Et je trouve ça plutôt pas mal aussi comme phrase. Merci. Tant mieux. En tout cas, je voudrais dire à tous nos amis lecteurs que tous les livres de Jeanne Benhamer sont en librairie, normalement. Vous les trouverez. Donc, le dernier que vous avez... Elles vont rouvrir ces livres. Elles vont rouvrir, on espère. Donc, sur le site de lecteur.com, qui est le site de la Fondation Orange, il y a une carte de toutes les librairies qui font le click et collect. Donc, vous pouvez trouver la librairie de votre choix pour aller acheter les livres de Jeanne Benhamer et particulièrement Ceux qui partent, qui est sorti aux éditions Actes Sud, comme la majorité des livres de Jeanne. Demain, on se retrouvera à 19h. Pardon, Nathalie, mais il faut lire la poésie de Jeanne que l'on trouve aux éditions Bruno Doucet. Moi, j'ai eu la chance de tous les avoir et c'est merveilleux. C'est merveilleux. La poésie est vivante. La poésie n'est pas une vieille chose reléguée en deuxième choix. C'est la chose peut-être la plus édifiante, la plus importante pour être au monde. Enfin, peut-être que vous pouvez terminer là-dessus, Jeanne. Mais je pense que c'est ce qui mène mon travail. Je sais que c'est la densité poétique du verbe qui mène tout mon travail. Et la poésie est, je pense, à une place de plus en plus importante à tenir dans notre société. J'en suis sûre de ça. J'en suis convaincue également. Tu as bien fait de me couper. Pardon. C'était important de le dire, c'est vrai. En tout cas, demain, on se retrouve à 19h dans un autre univers où nous allons retrouver Alia Cardine, une jeune auteure belge qui a sorti un livre qui s'appelle Mademoiselle Papillon aux éditions Robert Laffont. Jeanne, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette soirée particulière, pleine d'émotions, pleine d'humanité, pleine de générosité, ce que vous êtes. Karine, merci d'avoir si bien animé cette rencontre une fois de plus. Jeanne, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire aux gens que l'espoir n'est jamais vain. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il faut oser espérer, il faut oser espérer grand, il faut oser espérer large. La littérature, elle est là pour ça. Il faut oser espérer. Et l'espoir, l'espérance, là, et en ce moment en particulier, c'est un moteur. Et énergie durable. J'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère que la lecture permet de revivifier l'espoir. Belle conclusion, merci beaucoup. Et lisez Jeanne Benhamer parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez rentrer dans une écriture qui va vous transformer. Il y a un avant et un après Jeanne Benhamer, je vous promets. Donc ça vous promet de bons moments de lecture, lisez-la, c'est très important. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et à très vite, j'espère en librairie. Au revoir Jeanne, merci Nathalie.